Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Nouvelles du fleuve Sénégal, un cadre d'échange sur toutes les problématiques liées à la gestion du fleuve Sénégal, cette ressource partagée qui prend source en Guinée, traverse le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et est gérée par l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a des objectifs de développement socio-économique des États membres, plusieurs ouvrages communs, Manantali ou encore Diama, une multisectorialité, plusieurs usages sur ce cours d'eau d'où jaillit la lumière, la source qui irrigue les terres, porte les navires, mais il peut aussi noyer les graines, emporter le bétail, semer le désarroi chez les riverains à travers des inondations dévastatrices liées aux crues. Et on en parle justement à travers la gestion opérationnelle de l'eau, et vous pourrez participer en appelant directement au 88 628 98 98 pour vous poser vos questions, vos préoccupations. Et nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Goro Ndiaye, ingénieur hydrologiste à l'OMVS. Bonjour Goro Ndiaye. Bonjour Madame. Et Moustapha Lo, ingénieur de génie rural, chef de la division de la gestion de l'eau et de l'environnement à la SAED. Bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui largement évoquer le débit caractérisé par une grande variabilité, le contrôle, la régulation, car la maîtrise de l'eau est un enjeu majeur pour l'OMVS. Aujourd'hui, il y a des situations dramatiques par endroits, notamment à Matam. Les populations indexent l'OMVS. Nous allons justement à Matam avec notre correspondant Abdourahmane Diène faire l'état des lieux. Les eaux de pluie ont été particulièrement abondantes, entraînant des conséquences désastreuses. Le fleuve a dépassé sa cote d'alerte de plus de 40 cm, une situation inédite depuis des lustres. Avec le concours néfaste des ruissellements, le fleuve est sorti de son lit depuis plus d'une semaine, charriant peur et détresse auprès des populations locales. C'est la psychose, tout le monde a peur. Ceux qui n'ont pas peur, ce sont ceux-là qui ne sont pas conscients du danger. Mais le danger est imminent. Au quartier Diamel, le décor est plus qu'alarmant. Des maisons sont englouties et des habitants délogés. Les populations utilisent des sacs de sable pour ralentir l'avancée des eaux. Les personnes sont allées prêter main forte aux populations de Diamel en leur apportant des sacs de sable pour stopper l'eau, mais tout le monde sait que c'est quasiment impossible. La situation est déjà difficile, mais elle pourrait prendre des allures de catastrophe si d'autres précipitations surgissaient à nouveau. On va prier pour que la situation soit stable, car sinon ça risque d'être trop compliqué. Les eaux risquent de ruisseler jusqu'à Ourossogui et ce serait extrêmement compliqué. Le niveau du fleuve a déjà atteint la hauteur de 8,42 m avec une tendance à la hausse. Les autorités sont ainsi invitées à se déployer en urgence pour éviter que l'irréparable ne se produise dans la 11e région. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Un reportage de Abdourahmane Diène qui revient sur le désarroi de ces populations liées aux inondations, des inondations dévastatrices qui touchent plusieurs localités. Des périmètres sont également sous les eaux. Dites-nous, Goro Ndiaye, vous êtes ingénieur hydrologue à l'OMVS. Êtes-vous responsable de cette situation? Pas du tout. L'OMVS n'est pas responsable de cette situation. Je crois qu'il faudrait faire un bref rappel historique, comprendre le fonctionnement du fleuve pour, au contraire, rendre grâce à Dieu et remercier l'OMVS. Surtout aussi remercier les pères fondateurs de l'OMVS qui ont eu une vision. Et Dieu merci, cette vision s'est réalisée et pour sa réalisation se poursuit. Remercier aussi nos aînés, nos prédécesseurs qui ont su concrétiser le vœu de ses pères fondateurs en réalisant les ouvrages de Diama et de Manantali. Il faut rappeler que dès son arrivée dans notre pays, le pouvoir colonial avait commencé à faire des investigations pour essayer de tirer parti des énormes potentialités du fleuve, notamment par la réalisation d'ouvrages à but multiple comme le barrage, aujourd'hui le barrage de Manantali, le barrage de Diama. Et il faut aussi rappeler qu'avant la mise en service du barrage de Diama, le fleuve Sénégal avait un régime entièrement naturel.
Ça fonctionnait pendant l'hivernage, la saison des pluies. On avait une abondance d'eau qui s'écoulait dans le fleuve, des milliards de mètres cubes, en moyenne environ 20 à 24 milliards. Et pendant ces années pluvieuses, ça dépassait largement, ça pouvait même dépasser 30 milliards à 40 milliards qui s'écoulaient pendant un temps très court, en l'espace de 3 à 4 mois, pour rejoindre la mer. Donc c'était un fleuve naturel. Et ça inondait toute la vallée. Il y avait le lit majeur du fleuve qui va pratiquement de Ourossogui jusqu'à Matam et de l'autre côté aussi en Mauritanie, sur près de 20 km. Tout était inondé. Le delta aussi, pareil. Et il faut se rappeler aussi que nos grands-parents rythmaient leur vie de façon saisonnière à cause de cet état naturel du fleuve. En saison des pluies, les populations se repliaient dans le Djeri pour pratiquer des cultures pluviales parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vivre dans le Waalo. Et en saison sèche, elles repliaient dans le Waalo après le passage de la crue pour pouvoir pratiquer des cultures de décrue, pratiquer la pêche ou bien la cueillette. Aujourd'hui, grâce aux barrages mis en place par l'OMVS, notamment le barrage de Manantali et le barrage de Diama, le régime du fleuve a complètement changé parce que c'est partiellement régularisé, partiellement maîtrisé. Le barrage de Manantali permet de contrôler environ 50 à 60% des débits du fleuve. Et le stockage qu'il effectue pendant la saison des pluies permet de limiter l'amplitude de la crue. Donc, dans les fonctions du barrage de Manantali, la fonction lutte contre les inondations est intégrée. C'est un objectif, ce qu'on appelle dans notre langage l'écrêtage des crues. C'est couper, réduire l'amplitude pour que le niveau des crues soit beaucoup plus bas. Aujourd'hui, si ce n'était pas le barrage de Manantali, la crue serait beaucoup plus grave dans la vallée. Parce qu'aujourd'hui, Manantali reconstitue sa réserve. Tout le débit du Bafing est pratiquement stocké. Bon, juste une centaine, 100 à 150 mètres cubes par seconde qui sont turbinés pour le besoin de l'électricité de Dakar, Nouakchott, Bamako, etc. Donc il faut comprendre cette importante fonction du barrage de Manantali. Et aussi au niveau du barrage de Diama dans la vallée, il faut se rappeler qu'avant 1986, la mer remontait jusqu'au-delà de Podor, jusqu'à Bogué. Et en saison sèche, c'était l'extrême salinité. Et on ne pouvait pas penser à faire des cultures irriguées. Et même on avait des difficultés pour assurer l'approvisionnement en eau potable des populations. Bon, ceux qui connaissent Saint-Louis savent qu'avant la mise en service de Diama, en saison sèche, les gens buvaient de l'eau pratiquement saumâtre. Aujourd'hui, si le remplissage du lac de Guiers est facile, si on parle du projet sectoriel ou projet KMS 1, KMS 2, c'est grâce au remplissage du barrage de Diama par l'effet des barrages de Manantali et de Manantali. Si aussi on a envisagé et réalisé l'alimentation en eau potable de Nouakchott à partir du fleuve, c'est grâce aussi aux ouvrages de l'OMVS, le barrage de Manantali, le barrage de Diama. Et on ne sait pas, Dakar et certaines villes intérieures du pays sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement en potable. Et il n'est pas exclu que les prélèvements pour l'eau potable vont augmenter dans le futur. Donc ce qui se passe dans la vallée, c'est qu'après ces années de sécheresse, avec aussi la réduction de l'amplitude de la crue, de plus en plus, les gens ont tendance à s'habituer et à perdre la mémoire et il y a des problèmes, comme ici à Dakar, le problème. Et est-ce que aussi ces populations ne se sont pas justement installées dans ces zones inondables dans Justement, les populations se sont installées, mais ce qui est déplorable, parfois, c'est les lotissements qui sont faits dans des zones inondables. Parfois aussi la construction d'infrastructures routières ou d'ouvrages importants qui ne tiennent pas suffisamment compte de ces paramètres-là. Et aussi, il y a un fait très important qu'il faut noter, parce que les eaux ne proviennent pas seulement du fleuve Sénégal. Dans toute la vallée, ce qu'on appelle le Djeri, ou bien le versant est du Ferlo, de ce versant s'écoulent beaucoup de petits cours d'eau qui sont très violents et qui parfois créent énormément d'inondations, d'érosion, d'ensablement des périmètres irrigués.
Et très souvent, c'est ça qui cause les problèmes. Bon, on ne fait pas le distinguo, mais c'est ça parfois qui est la cause des inondations des localités voisines de la route nationale RN2. D'accord. Donc, Moustapha Lo, vous êtes ingénieur de génie rural, chef de la division de la gestion de l'eau et de l'environnement à la SAED. Est-ce que justement la réduction de la vulnérabilité face aux aléas climatiques, préservation de l'équilibre des écosystèmes, mission fondamentale de l'OMVS, est-ce que ce n'est pas quelque part un petit échec si on constate les drames que l'on voit un peu partout, notamment dans le Bakel, dans le Fouta, avec ces populations totalement inondées? Merci beaucoup, Madame Isseignan. Avant tout, permettez-moi de profiter de cette audience au nom du directeur général de la SAED, M. Aboubakry Sow, et toute son équipe, de remercier tout l'OMVS, surtout le haut-commissaire, avec vraiment le partenariat fécond entre la SAED et l'OMVS, qui se traduit par pas mal de projets qui sont réalisés via l'OMVS. Donc c'est tout un plaisir que je suis là et au nom de la SAED avec l'accord du directeur général pour participer à cette émission qui est très importante. Donc il parle un peu du fleuve et surtout par rapport au sujet qui est très important, comment rendre opérationnel ou bien le rôle opérationnel du fleuve. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que on ne peut pas parler d'échec, étant donné que actuellement les changements climatiques c'est quelque chose qu'on voit de tous les jours et qui est de l'actualité. Donc je pense qu'on est actuellement sur la phase d'adaptation. On est sur une phase d'adaptation, comme l'a dit le doyen Gora. Donc là, je pense qu'on va toujours aller vers des connaissances, parce que le doyen Gora l'a dit, on ne maîtrise pas trop l'ensemble du bassin. Il y a des ouvrages qui ont été réalisés, donc des ouvrages très importants, à savoir le barrage de Manantali et le barrage de Djama, le barrage également de Felou, mais tout ça permet de réguler le fleuve, mais ça ne permet pas de contrôler tout. Comme il l'a bien dit, il y a les affluents non contrôlés. Et la réalisation des ouvrages en continu, je pense que doyen Gour va y revenir, tels que Gourbassi et les autres tels que Kokutamba. Tout ça va ça va permettre de contrôler plus le système. Et maintenant, moi je pense que les changements climatiques, on ne peut pas dire qu'on va aller les maîtriser, mais vraiment on est dans le sens d'une adaptation. Donc raison pour laquelle je pense que ce n'est pas un échec. On est dans cette dynamique de compréhension, avec tous les modèles qu'on utilise pour pouvoir peut-être faire de la prévention. Et pour revenir à nous au niveau de la SAED, on est toujours dans cette dynamique de préservation. Peut-être pour revenir à ce sujet qui est très important sur la phase opérationnelle de l'utilisation du fleuve, à travers les organes de la CPE, nous, la SAED, à chaque CPE, on exprime nos besoins. Et ces besoins se traduisent en débit qui permet un peu de réguler le fleuve Sénégal à travers aussi d'autres données que l'OMVS à travers le commissaire ont, les besoins en électricité, les besoins en eau potable. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette phase d'adaptation pour pouvoir remplir la fonction, une fonction pour que le barrage remplisse sa fonction, le fleuve remplisse sa fonction écologique déjà, parce que ça c'est très important. Il y a une fonction écologique qu'on doit remplir, donc ça veut dire tous les besoins de l'écosystème soient vraiment satisfaits. Et après, à partir de là, on peut satisfaire les autres usages tels que l'agriculture, la pêche et également la navigation qui est actuellement une des priorités, je pense, du Haut Commissariat à travers tout le système. Et on sait que le fleuve Sénégal se caractérise par la grande variabilité de son débit. Justement, Gora Ndiaye, ingénieur hydrologue, expliquez-nous rapidement qu'entend-on par régime débit et les liens avec la pluie? Bon, vous savez, ce qui alimente un cours d'eau, c'est les eaux pluviales, du moins dans notre région. Nous avons des cours d'eau à régime pluvial.
ils sont alimentés par les eaux de pluie en période d'hivernage. Il y a d'autres pays, comme en Europe, certains cours d'eau qui ont un régime nival, c'est-à-dire alimenté par la fonte des neiges. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a un fleuve alimenté par les eaux pluviales. Donc, les quantités d'eau qui transitent dans le cours d'eau sont directement corrélées aux quantités d'eau pluviale reçues. Donc, si la pluie augmente, l'écoulement va augmenter. Si la pluie diminue, comme par exemple, on a connu des années de sécheresse après pendant les années 70 au début des années 80. Donc, les écoulements se sont réduits sur le fleuve. Bon, le débit, c'est le volume d'eau qui transite dans un canal, dans un cours d'eau, par unité de temps. Donc, c'est des outils qu'on utilise en hydraulique, en hydrologie, pour faire les calculs, surtout pour le dimensionnement des ouvrages, pour la gestion des réservoirs. Donc, c'est très important d'avoir des stations de suivi, des stations de mesure qui permettent de quantifier les volumes qui transitent dans le fleuve, les niveaux, pour faire des études statistiques, des études de dimensionnement de différents types d'ouvrages. Mais dans notre région, les cours d'eau ont des écoulements très variables, très variables. Parfois, on peut voir de petits cours d'eau qu'on connaît qui ont des débits très faibles, mais une fois, on peut voir de très grands écoulements parce que soit la pluie a augmenté avec des intensités très fortes, ou bien la forme d'occupation du sol s'est modifiée. Et très souvent, c'est ce qui arrive. Dans les zones urbaines, les gens souvent oublient que c'était des espaces ruraux qui ont été petit à petit grignotés par l'urbanisation et modifiés la perméabilité avec les constructions routières, les constructions d'habitation qui imperméabilisent pratiquement totalement une surface imperméable ne facilite pas l'infiltration de l'eau. Donc tout ce qui tombe va ruisseler. Et si on modifie l'occupation du sol, on crée des conditions pour qu'il y ait une abondance des volumes ruisselés. Dans le bassin du fleuve Sénégal, ce qui se passe, c'est une modification de l'occupation du sol, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de déforestation, il y a beaucoup de problèmes d'érosion des sols, de transport de sédiments. Donc certaines pluies amènent tous les matériaux fins, le sol qui recouvrait la cuirasse latéritique. Et de ce fait, on a des bassins versants qui deviennent de plus en plus imperméables, parce qu'il n'y a plus assez de végétation, l'infiltration diminue, et pratiquement une bonne quantité des eaux pluviales qui tombent ruissellent, et ça donne des problèmes, ça rend obsolète le dimensionnement de certains ouvrages routiers. On a vu très souvent des ouvrages qui sont cassés, des routes qui sont coupées. Et l'autre drame aussi, sur ce problème d'érosion, surtout dans cette zone entre Matam et Bakel, c'est la perte de terres agricoles à cause de l'érosion. On voit des étendues de terre qui sont emportées et déposées dans les périmètres irrigués, malheureusement, ou bien dans le cours d'eau, dans le fleuve, créant des problèmes d'ensablement. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre à bras le corps, avec en redonnant beaucoup plus de moyens, des programmes avec les services des eaux et forêts pour restaurer notre environnement. D'accord. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront poser leurs questions, participer à cette émission peut-être vers 11h30 à travers donc le serveur, le 88 628 98 98. Nous prendrons également en compte les questions des internautes. Donc aujourd'hui, on parle d'inondation, de la crue et les populations qui s'interrogent si c'est la faute à l'OMVS liée au lâcher. Vous avez répondu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quel est le rôle de ces ouvrages de l'OMVS dans la régulation? On a dit que ce sont des ouvrages à but multiple. Donc ces ouvrages sont construits pour stocker l'eau pour différents objectifs. Satisfaire les besoins, par exemple satisfaire les besoins pour l'irrigation, aussi bien en saison d'hivernage qu'en saison sèche. Ensuite,
constituer suffisamment de réserves qui pourront être turbinées pour la production d'énergie électrique pour les capitales, pour les villes riveraines, les localités riveraines du fleuve. Ensuite, dans le cadre de la lutte contre les inondations, laminer les fortes crues. Laminer, c'est couper, réduire l'amplitude des fortes crues pour que justement les populations ne soient pas inondées. Je crois qu'il faudrait améliorer la planification de l'occupation de l'espace avec les services concernés des États. C'est surtout ça qu'il faudrait faire, quoi. Il y a des zones non édificantes, des zones où il ne faut pas construire, ou bien il faut adapter quel type de construction faire. Ensuite, les besoins environnementaux et les besoins pour l'eau potable des populations. On a parlé du lac de Guiers. Il faudrait comprendre l'importance du lac de Guiers dans le dispositif d'alimentation en eau potable de Dakar et du Sénégal. On peut dire que près de 5 millions de personnes, ou même plus, du Sénégal, boivent l'eau du lac de Guiers. Et il se peut que cette population augmente dans le futur. Et si aussi on regarde tous les investissements justement liés au système d'eau potable, les usines de Keur Momar Sarr, les adductions, grosses conduites, les systèmes d'irrigation, c'est un patrimoine inestimable, le lac de Guiers, et qui aussi fonctionne bien grâce aux ouvrages de l'OMVS. Et de l'autre côté aussi, c'est nos parents mauritaniens, c'est la même chose. Donc c'est des ouvrages qui, bien que le fleuve n'est que partiellement maîtrisé, jouent des fonctions qui sont inestimables. Effectivement. D'accord. Et justement, on se tourne vers Moustapha Lo. Quel impact sur l'agriculture cette situation? On sait que l'eau est nécessaire pour les cultures, mais l'eau aujourd'hui engendre des catastrophes dans les périmètres. Exemple à Bakel, où 134 hectares ont été récemment inondés cette semaine. Comment vous arrivez à coordonner cette gestion de l'eau et des terres pour maximiser l'agriculture? Ok, merci Madame Essegna. Donc peut-être je vais un peu revenir, d'expliquer de façon plus compréhensible, par exemple si on prend, comme vous l'avez dit, les crues. Parce que les crues, à titre d'exemple, c'est par exemple vous prenez l'autoroute Ila Touba pendant cette période de Magal. Ça veut dire quoi? Les pèlerins qui arrivent, la crue, elle vient de Dakar. Et maintenant, donc, il y a une masse de riverains et de pèlerins qui vont à Dakar. À partir, donc, vous prenez Dakar, c'est donc le Fouta Djallon. Vous avez 100 personnes qui viennent de Dakar, 100 autres personnes qui viennent de Thiès, 100 autres personnes qui viennent de Mbour. Et d'un coup, ils se retrouvent en un point. Et voilà la crue. Donc, donc il y a ce qu'on appelle l'hydrologie fluviale et différente de l'hydrologie marine. Parce que quand on parle donc là, il ne faut pas le considérer comme une vague. Donc en hydrologie marine, c'est une vague. Une vague qui arrive d'un coup, qui se forme. Alors que là, c'est dans le temps et dans l'espace. Et c'est cette masse, donc vous avez 100 personnes qui arrivent dans... Les pèlerins qui vont vers Touba. Voilà, qui vont vers Touba. Et c'est le fleuve, c'est Ila Touba. Et d'un coup, vous avez 300 personnes, par exemple, au péage de Bambey. Et voilà, la crue se forme et doucement ça avance. Et maintenant, normalement, il y aura donc embouteillage. Forcément. Et cet embouteillage, c'est ça qui caractérise maintenant la crue qui arrive donc au niveau donc pour l'expliquer de façon pour que tout le monde puisse comprendre, voilà, pourquoi on parle de crue. Et maintenant, quand ça arrive, c'est nécessairement, donc avec, comme l'a dit le doyen Gora, il y a des systèmes d'alerte. Par exemple, là, sur chaque station, donc, il y a des échelles libres qui sont installées pour lire donc, et donner l'alerte. Donc là, il y a chaque jour, on reçoit le bulletin donc, de suivi hydrologique donc, réalisé par la division régionale de l'hydraulique au niveau de Saint-Louis, donc, qui est partagé par tous les acteurs. Et à Matam, comme vous l'avez dit, on a atteint la limite ou bien la cote d'alerte. À Bakel, on n'a pas encore atteint la cote d'alerte. Maintenant, je pense, nous, au niveau de la SAED, notre rôle, c'est vraiment de suivre. Donc là, actuellement, on est vraiment sur le qui-vive. Tous les périmètres, donc, avec les équipes de terrain à travers nos délégations, on suit donc de façon vraiment très rigoureuse
donc l'amplitude donc de la montée de ces eaux. Et est-ce que vous avez déjà fait l'état des lieux sur les périmètres qui sont impactés actuellement? Ça, on le fait tous les jours de façon systématique, parce que là vraiment, on est, comme je l'ai dit tantôt, on est sur le qui-vive, et les équipes de terrain travaillent jour et nuit sans relâche pour vraiment pouvoir, comme vous l'avez dit, au niveau de Bakel, heureusement pour nous, il y a une situation qui s'était présentée, mais il y a des ouvrages qu'on a réalisés qui nous a permis un peu d'atténuer donc cet effet des inondations que vous venez de souligner. Donc ça, je pense, on va continuer à le faire et faire de ces ouvrages qui permettent vraiment d'atténuer. On ne peut pas dire qu'il y aura un risque zéro d'inondation, ça on ne peut pas le garantir, mais on fera de telle sorte que les sinistres vont vraiment diminuer. Donc c'est notre rôle et on est sur ce travail et on travaille en parfaite collaboration avec l'OMS pour pouvoir aussi juguler donc ces phénomènes qui, comme tout le monde le sait, ça ne dépend pas donc de l'être humain, mais c'est plutôt donc c'est le bon Dieu qui fait descendre donc cette quantité importante de pluie. Et ça aussi, il faut le reconnaître, c'est les changements climatiques. Donc il y a un effet de retour, donc le retour de la pluviométrie. Donc ça, il faut que les Sénégalais donc le sachent, que vraiment il y a un effet de retour donc de ces précipitations et ça risque de continuer. Donc il faut une bonne planification. Voilà, donc ça risque de continuer et donc il faut une bonne planification parce que souvent les années humides et années sèches, donc souvent on a par une dizaine d'années sèches. Bon, sur les années sèches on peut avoir des pics, certains pics, mais le retour c'est inutile. On est obligé d'avoir des retours. Donc c'est les changements climatiques. Et on le sait, je pense, on va continuer, donc, comme je l'ai dit tantôt dès le début de mes propos, continuer à s'adapter et surtout planifier. La planification, ça veut dire maintenant de faire des ouvrages qui vont plus résister. Donc, parce que comme le dit, des ouvrages, donc, on peut les caler de façon décennale. Donc, décennale, ça veut dire sur 10 ans, donc pour sa résistance. Donc, de centennale, donc encore pour 100 ans. Donc, pour que le retour d'une pluie assez forte de 100 ans, donc on va prendre sur les 100 dernières années, donc la pluie plus importante, et on va caler donc l'ouvrage sur ça. Et donc, ça permet de voir, bon, évidemment, ça va coûter plus cher, mais si ça peut engendrer donc des sinistres, voire des pertes humaines, ça vaut le coup. Et donc, je pense... on est toujours dans cette dynamique, donc de voir vraiment diminuer ou bien éviter donc tout ce qui est donc des sinistres, on peut y avoir, mais surtout des pertes humaines, c'est ça qu'il faut vraiment éviter. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, Gor, vous pouvez nous expliquer comment se fait le suivi hydrologique? Tout à l'heure, Moustapha Lo l'a évoqué, mais concrètement, comment est-ce que le MVS arrive à effectuer ce suivi hydrologique? Il faut faire un rappel historique. Dès son arrivée chez nous, le pouvoir colonial avait commencé à s'intéresser au fleuve, parce qu'il avait des objectifs pour exploiter la meilleure partie des potentialités du fleuve. Ils avaient démarré depuis 1898 le suivi du niveau du fleuve. On a des relevés qui datent de 1898, des relevés de niveau, des niveaux libnométriques à Caille, à Bakel. Et ça, depuis cette date, ça a toujours continué sur les stations principales. Ils ont installé des stations sur toutes les grandes localités du fleuve pour suivre les niveaux et pour faire aussi des mesures de débit. Parce qu'il y a deux paramètres qui sont très importants dans le suivi d'un cours d'eau. C'est le niveau, la hauteur d'eau, et le débit. Bon, le débit, on l'estime de façon... par l'intermédiaire de la hauteur d'eau. On fait des mesures ponctuelles à un niveau donné, faire des corrélations. Bon, c'est des techniques qu'on utilise en hydrologie, mais c'est une donnée essentielle pour la gestion de l'eau, pour le suivi d'un cours d'eau, pour le dimensionnement des barrages, des ouvrages, des réservoirs. C'est quelque chose d'essentiel. Le niveau aussi, c'est essentiel, parce que si on veut, par exemple, étudier un pont, donner le niveau maximum le tablier du pont, il faut avoir des statistiques bien fournies sur ces hauteurs d'eau ou bien sur ces débits.
Donc, nous avons hérité de ce réseau de suivi au niveau du Sénégal, sur l'autre rive aussi en Mauritanie, jusqu'au Mali, et même jusqu'en Guinée. Comme un peu partout aussi au Sénégal, sur le fleuve Gambie et sur les autres cours d'eau du Sénégal, le pouvoir colonial avait installé des stations. Et progressivement, ça a été transféré au Sénégal. Et à l'indépendance, il y avait les services du ministère de l'hydraulique ou bien de l'agriculture, du développement rural qui se sont occupés de ces stations-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pérennisé par le ministère de l'eau et de l'assainissement avec la DGPRE. De l'autre côté aussi, les services de l'hydraulique de la Mauritanie et du Mali, qui travaillent en étroite collaboration avec l'OMVS. Donc, on travaille en étroite collaboration. L'OMVS appuie ces services, ces structures des États dans le suivi et les données sont partagées, analysées, transmises. Et ça marche très bien. Mais c'est des équipements, des réseaux, des systèmes qui demandent à être améliorés et aussi qui demandent des moyens soutenus parce que les déplacements sur le terrain, souvent ça coûte cher. Il faut aussi des ressources humaines, renouveler les ressources humaines, former les jeunes, parce que beaucoup des anciens cadres de l'hydraulique sont partis à la retraite. Donc il faut faire du sang neuf, parce que souvent aussi ça demande des efforts physiques. Travailler dans un cours d'eau en crue, c'est pas évident. C'est pas une affaire, ça. Et j'entends souvent parler de Bakel. Bakel, c'est la station de référence. Bakel, c'est la station clé, c'est la station de référence qui est à la limite entre la vallée et le haut bassin. Et où le suivi a été, depuis sa création, a été très très bien fait. On a toutes les données qu'il faut au niveau de Bakel. Et pratiquement toute la modélisation, tout ce qu'on fait, c'est fait par rapport à Bakel. C'est un indicateur très... Dès qu'on connaît la crue à Bakel, on peut comprendre qu'est-ce qui va se passer en aval, dans la vallée. Et aussi, on peut comprendre ce qui va se passer, ce qui s'est passé plutôt en amont. Donc, c'est une station très, très importante. Mais il faudrait aussi renforcer le suivi de la pluviométrie, les méthodes, utiliser des méthodes modernes, parce que c'est quelque chose qui... Bien que les services de l'ANACIM, des services météorologiques des États font beaucoup d'efforts, les réseaux pluviométriques devaient être renforcés, parce que ça ne suffit pas. Parce qu'il y a une grande variabilité de la pluie dans notre région. Ici, ça peut pleuvoir beaucoup pendant une journée, alors que juste à 20 km, 30 km, il n'y a pas assez de pluie. Et ça donne des problèmes, parce que on peut voir un petit affluent avoir une crue. Et on peut se demander d'où vient l'eau, alors qu'il a plu en amont. Donc il faut densifier les réseaux, améliorer les méthodes, les techniques de suivi, former les jeunes et aussi se doter des moyens financiers pour faire le travail de façon adéquate. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette question de suivi? Oui, effectivement, comme il a dit, je pense le suivi également, nous, comme je l'ai dit tantôt, on reçoit donc tous les jours donc, le bulletin de suivi hydrologique. Et comme vous le savez aussi, la SAED a ses propres axes hydrauliques. Bon, c'est des axes hydrauliques au niveau à l'intérieur donc du Sénégal. On le suit. Et grâce aussi à la coopération avec l'OMVS, on a installé ce qu'on appelle des stations, donc des stations météorologiques donc de nouvelle génération, donc sur lesquelles on a une telle transmission qui se réalise. Donc tous les jours à temps réel, on a donc les données donc en termes de pluviométrie et donc toutes les données climatiques. Également sur le suivi donc des axes hydrauliques en tant que tel. Donc là également on est grâce à l'OMVS donc avec le PGIR en train d'installer donc un système de suivi donc de ces axes, également en télétransmission, ce qui nous va vraiment permettre donc d'avancer, d'aller dans les nouvelles technologies. Donc je pense actuellement on est vraiment dans une dynamique d'innovation. Donc tout ça aussi c'est vraiment avec l'appui de l'OMVS qu'il faut qu'on salue donc
à travers donc le PGIR. Je rappelle que vous pouvez participer en appelant au 88 628 98 98. Avant de poursuivre sur la gestion opérationnelle, je vous transmets la question d'un internaute, Mohamedou Sen, qui pose la question suivante. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans votre développement. Il nous demande pourquoi on laisse les milliards de mètres cubes d'eau se jeter en mer alors qu'ils pourraient servir ailleurs. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et c'est un argument aussi qui est utilisé par beaucoup de personnes pour justifier tel ou tel projet. Mais je crois qu'il faut, comme on l'a dit au début, à l'introduction, le fleuve Sénégal n'est que très partiellement maîtrisé. Nous n'avons que le barrage de Manantali, le barrage de Diama. Les ouvrages de Felou et Gouina sont des ouvrages au fil de l'eau. Ce ne sont pas des ouvrages de stockage. Donc, pendant la période d'hivernage, en l'espace de 3 à 4 mois, on a des écoulements de milliards de mètres cubes. Et nous n'avons pas encore la capacité de stocker, de mobiliser dans un tel délai, dans un tel temps aussi court, ces volumes d'eau. Ce qu'il faut plutôt, c'est d'introduire des dispositifs sécuritaires pour que quand il y a trop d'eau, que l'eau puisse partir très rapidement. Aujourd'hui, comme on a parlé tantôt, les gens s'inquiètent et craignent les inondations. Donc, toute la question, c'est de se débarrasser de l'eau. Parce que la réalité est qu'on n'a pas les moyens de stocker tous ces volumes d'eau. Et aussi, dans la vallée, jusqu'à l'embouchure, la configuration topographique est telle qu'on n'a pas encore... On n'a pas assez d'espace pour stocker ces volumes d'eau. Le lac de Guerre, c'est notre réservoir le plus important. Ça fait presque 600 millions de mètres cubes. Et pratiquement, il est plein pendant toute l'année. Dès qu'il y a une petite crue, c'est plein. Donc, le lac de Guerre ne peut pas stocker ces volumes. Ailleurs, dans la vallée, dans le delta, on n'a pas où stocker ces eaux-là. Et la configuration du fleuve aussi, il faut comprendre que l'écoulement se fait de façon très profonde dans le niveau du fleuve. Dans la vallée jusqu'à l'embouchure, et parfois à des profondeurs de moins 10, moins 15, parfois même moins 20 mètres sous le niveau de la mer. Bon, souvent, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et pour mobiliser l'eau, on ne peut pas pomper, parce que c'est absurde. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de maîtriser l'eau en amont. Construire les ouvrages de nouvelle génération, comme le barrage de Koukutamba, le barrage de Gourbassi, les autres barrages en projet. Et aussi, certainement, faire des ouvrages intermédiaires pour retenir l'eau le plus longtemps possible. Entre Diama jusqu'à Bakel ou un peu au-delà de Bakel, on peut faire des ouvrages de relèvement du plan d'eau. Il y a des projets pour étudier ces ouvrages-là, qui sont des seuils qui, surtout pendant la saison sèche, permettent de stocker pour que l'eau ne parte pas très rapidement vers la mer. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a aussi des affluents, de grands affluents non contrôlés, comme le Karakoro ou d'autres cours d'eau. Même les petits affluents du côté Sénégal, du côté Ferlo, ce sont des cours d'eau, petits cours d'eau, mais qui drainent quand même des quantités d'eau importantes, où on peut faire des petits barrages, ce qu'on appelle des micro-barrages en arrachement ou bien en terre, pour éviter que ces eaux-là ne descendent pas de façon sauvage et détruisent la route nationale ou bien les villages. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et est-ce qu'il y a une cellule dédiée, une instance pour cette gestion opérationnelle des eaux du fleuve? Comment cela se passe? C'est un travail qui est fait de façon concertée dans le cadre de la commission permanente des eaux, qui regroupe les représentants des services techniques des États, des ministères de l'hydraulique, de tous des services concernés directement par la gestion du fleuve. Et les sociétés nationales comme la SAED, la SONADER, la DNGR, la DRS du Mali. Et la CPE, c'est une commission permanente des eaux qui se réunit chaque année au moins 5 fois, ou bien de façon extraordinaire s'il y a un problème particulier qui se pose. Et pendant les réunions, il y a toujours de façon consensuelle,
les programmes qui ont été soumis par les États, c'est-à-dire pour les différents besoins des différents secteurs, en termes d'énergie, en termes de surface à mettre en valeur, on peut quantifier les besoins en eau, en termes de volume, en termes de débit et de niveau d'eau. Donc la CPE, de façon consensuelle, planifie pendant les 3 prochains mois les niveaux, les débits, les écoulements, comment doivent être gérés dans le fleuve, et assigne des consignes aux gestionnaires de Manantali, aux gestionnaires de Diama, pour que le niveau du fleuve pendant ces 3 mois soit entre telle côte et telle côte. Et à la prochaine réunion, on fait l'évaluation et on refait encore un autre programme. D'accord. Donc, et j'imagine que les populations bénéficiaires sont également impliquées, ainsi que les élus. Justement, en parlant des bénéficiaires, Moustapha Lo, comment est-ce que cela se passe concrètement sur le terrain par rapport à l'agriculture? On sait qu'il y avait des pratiques traditionnelles. Vous êtes venu avec des directives, ou comment cela se passe? Est-ce que les populations se sont finalement appropriées le projet? Oui, je pense que les populations sont... vraiment, ils ont actuellement, par rapport au comité, donc la CPE, donc la Commission permanente des eaux, donc la SAED, je l'ai dit tantôt, exprime donc ses besoins. Donc il y a tous les besoins donc, qui sont envoyés au niveau de cette commission pour pouvoir permettre donc à la CPE et donc au commissariat, avec les sociétés donc, de gestion, et les sociétés de gestion, donc de pouvoir donc moduler des lâchers. Vous m'entendez? Oui, nous prenons cet auditeur en ligne, certainement qu'il a des questions pour vous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. On vous entend, monsieur. Allô? 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 Un auditeur qui a certainement une question, nous allons tenter de le reprendre tout à l'heure pour une intervention ou peut-être une question. Donc vous disiez que les populations se sont appropriées le projet. Est-ce que les directives, en fait pas des directives, mais ce que vous proposez correspond un peu aux besoins sur le terrain en matière d'agriculture? Voilà, c'est ça. Bon, quand on dit population, donc de façon, c'est un peu plus englobant, mais c'est surtout les producteurs, donc avec donc les expressions donc de mise en valeur et tout, donc la SAED. Donc nous essayons de les techniciens de l'OMS et de la SAED. Alors nous sommes intéressés surtout par l'autosuffisance alimentaire en riz. Or, s'il y avait assez d'aménagement aussi, ça pourrait calmer, au moins ça pourrait nous calmer un peu. Parce que au lieu de 150 000 hectares depuis 50 ans, depuis enfin 30 ans, on pouvait aménager 150 000 hectares qui allait permettre à la SAED d'avoir une autosuffisance alimentaire, aussi limitée à 50 000. Donc quand il y a crue et qu'il y a pauvreté, des difficultés pour la population, encore ça va s'aggraver. Parce que les 50 000 hectares n'arrivent pas à régler l'autosuffisance alimentaire. Parce que depuis 1917, on pensait à l'autosuffisance alimentaire. J'avais demandé à son temps, et même j'avais fait un article dans l'Observateur pour dire qu'il nous faut d'ici 2017, on disait qu'il y aura, en 2015 on avait dit qu'il y aura autosuffisance alimentaire en 2017, et je disais que c'est pas possible. Ça ne peut être possible que si on arrive à aménager 20 000 hectares par an, pendant 5 ans, ça fait 100 000 hectares. Les 100 000 hectares feront 150 millions de tonnes de paddy. Alors, avec ce qui est déjà produit, ça allait faire peut-être 2 millions et on allait avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais maintenant, actuellement, nous ne sommes qu'à 50 000 hectares.
Or, s'il y avait assez d'aménagement, la SAED a des techniciens, c'est-à-dire actuellement, surtout ces deux derniers directeurs, Dem et M. Dem et Aboubakar Sow, sont des produits de la SAED, d'excellents techniciens qui allaient réussir l'autosuffisance alimentaire. Mais malheureusement, les moyens manquent parce qu'il n'y a pas assez d'aménagement. On va interpeller le technicien sur place. On interpelle le technicien sur place. Vous avez entendu l'auditeur sur ses préoccupations concernant l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Les aménagements sont jugés faibles. Effectivement, je pense que le doyen qui parlait vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Bon, peut-être lui rappeler que vraiment, en termes de les chiffres qu'il avait donnés, peut-être c'est des chiffres très anciens. Donc, parce qu'actuellement, depuis 2017, on a franchi pratiquement la barre des 150 000 hectares aménagés. Vous êtes exactement à combien d'hectares aménagés aujourd'hui? Là, actuellement, on est dans notre 12e dette d'émission. Donc, je pense qu'on va attendre donc, à la fin de cette deuxième qui finit en 2020. Donc, pour pouvoir vraiment donner des chiffres exacts. Donc, par rapport à ça, et ça, il peut donc venir au niveau de la SAED, on va donner toutes les informations donc, nécessaires. Donc, je pense aussi, dans le cadre du PSE, donc, il y a pas mal d'efforts, l'État a débloqué pas mal d'efforts pour vraiment booster donc, les aménagements. Et là, je pense qu'on va continuer donc, à travailler là-dessus. Donc, vous savez, la question de l'autosuffisance, donc, c'est des choses très stratégiques. Donc, que l'État donc, pilote donc, à un niveau plus élevé. Donc, nous, en tant que techniciens, donc, on va se limiter peut-être au travail qu'on nous donne. Donc, maintenant, si... En espérant que les crues ne vont pas anéantir. En espérant que les crues ne vont pas anéantir donc, tous les efforts qui ont été déjà faits. Donc, ça, je pense, bon, peut-être, comme je l'ai dit, on l'invite à venir à la SAED, on va lui donner vraiment toutes les informations nécessaires, ou bien nous appeler au niveau de... Comme il connaît bien le directeur général de la SAED, et qui est très ouvert, il serait vraiment lui donner toutes ces informations, et peut-être lui demander aussi donc, des conseils, étant donné que c'est une personne assez expérimentée. On lui donne des conseils parce que c'est le Sénégal, hein, c'est pas l'autosuffisance, c'est pas la SAED, mais on le fait pour tout le Sénégal, parce que le riz qui est produit, c'est pas la SAED qui va le mettre dans ses poches, donc c'est surtout pour tout le Sénégal, et c'est des efforts concertés qu'on doit faire. Donc il y a une partie que la SAED que la SAED est en train de mener. Il y a aussi une partie, il ne faut pas l'oublier, c'est au niveau de la zone de l'Anambé. Donc ça aussi, c'est une partie très importante donc, qui produit également du riz. Et comme on le sait aussi également, maintenant, pratiquement tout le sud, donc, ils sont dans cette dynamique donc, de production du riz. Donc, vraiment, on l'invite donc, à plus nous appuyer et à prier pour nous aussi pour que cette autosuffisance en riz... Rapidement, avant de conclure, il n'y a pas que le riz comme spéculation au niveau des aménagements de la SAED. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Il ne faut pas qu'on se limite au riz. Il y a aussi, on fait la SAED fait on dit des producteurs sous l'encadrement de la SAED font vraiment des productions records en termes de produits donc horticoles, à savoir l'oignon, donc la tomate, donc la patate douce. Donc ça aussi, bon, les gens, ils ont tendance à l'occulter, et vraiment, c'est une contribution très importante au niveau donc, du PIB. Donc rien qu'avec les spéculations de la SAED, on pourra faire du thieboudion de... Voilà, c'est tout. D'accord, donc on a très peu de temps, mais peut-être, Gora Ndiaye, par rapport à cette appropriation des populations, par rapport aux différents objectifs de l'OMVS, si l'on sait qu'il y a des amalgames très souvent, des populations riveraines qui estiment que les inondations sont liées au lâcher d'eau, vous avez un peu expliqué et rassuré, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce faible niveau d'appropriation? Pourquoi les populations riveraines qui vivent ces drames ne semblent pas être informées du rôle et de l'importance du rôle de l'OMVS dans ce secteur? Bon, je crois que l'OMVS doit communiquer beaucoup plus, comme on le fait aujourd'hui, mais ça peut se comprendre parce que entre l'OMVS et les populations, il y a des interfaces. Par exemple, quand on parle d'irrigation, il y a par exemple la SAED qui est beaucoup plus en contact avec les populations. Quand on parle d'approvisionnement en eau potable,
il y a les services du ministère de l'hydraulique. Souvent, je crois que c'est ça qui a fait que les populations ne voient pas tellement le rôle de l'OMVS. Par exemple, on parle d'énergie, de Manantali, mais les populations de Dakar, elles connaissent la Sénélec. Mais la source, c'est l'OMVS. Je crois qu'à notre niveau, il faut qu'on communique beaucoup plus, pour qu'on explique beaucoup plus, pour que les gens se comprennent. Et puis, la gestion du cours d'eau, c'est très complexe. C'est très compliqué. Complexe. Donc, je crois qu'il faut toujours améliorer avec la collaboration de tout le monde. Il y a beaucoup à faire. C'est un chantier très vaste qui a été entamé depuis plus de 100 ans et ça ne finit pas. Bon, moi, je vois des perspectives beaucoup optimistes parce que le fleuve, c'est une manne. C'est vraiment, quand on parle les Égyptiens disent que l'Égypte est un don du Nil. Nous, le fleuve Sénégal, c'est un don que Dieu nous a donné. Donc, il faudrait qu'on en tire le meilleur parti. Il y a des possibilités de valorisation de notre artisanat. Parce qu'aujourd'hui, nous importons des pompes pour relever l'eau. Alors que notre artisanat peut faire des pompes à hélice pour relever l'eau, pour les périmètres irrigués, pour les bassins de pisciculture. Ça peut se faire. Les opportunités sont d'opportunités liées à la gestion. Justement, nous avons peut-être 2 minutes pour conclure. Peut-être Moustapha Lo, rapidement, Gora Ndiaye l'évoquait, l'OMVS agit à travers plusieurs structures, notamment la SAED. On peut savoir quel est l'OMVS contribue dans la mise en œuvre des programmes de SAED, jusqu'à quelle hauteur, dans quelle mesure l'OMVS soutient la SAED? Bon, je pense là, si je m'aventurais à citer tous les programmes sur lesquels la SAED a travaillé avec l'OMVS, je pense que ce serait une émission toute entière parce que vraiment, voilà, c'est un partenariat qui date de longtemps. Donc là, par exemple, rien que le PJ, donc, qui est un programme très important au niveau de l'OMVS et que la SAED est le partenaire, donc le maître d'œuvre, donc au niveau assure la maîtrise d'ouvrage, donc au niveau du Sénégal. Donc c'est une manne financière très importante pour la réalisation d'ouvrages, donc d'appui, donc au niveau des producteurs. Vraiment, il y a beaucoup, on a beaucoup donc le partenaire vraiment il est très important et je pense si on se mettait vraiment à les citer, c'est toute une émission, comme vous le dites. Et malheureusement, cette émission est pratiquement terminée, mais nous allons terminer justement avec cet auditeur. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour, quelle est votre préoccupation? Oui, moi je vous appelle concernant... j'ai eu une question. Oui. Peut-être que ce n'était pas le but de l'émission, mais je voudrais intervenir concernant la désalinisation de l'eau, le projet qui a été inauguré par le président Macky Sall. J'ai fait des études sur l'OMVS par rapport à l'allocation optimale de l'eau entre les différents usages de la ressource, puis les usages en traitement de l'eau en eau potable sont vraiment minimes. Donc, moi, je me posais la question, pour quelle raison qu'on dessaline l'eau de mer du Sénégal alors qu'on a assez d'eau douce pour subvenir aux besoins en eau potable? C'est très clair. Merci beaucoup, madame. Donc, peut-être en 30 secondes, parce que vraiment, on n'a plus le temps. Pourquoi lancer ce projet de dessalement de l'eau de mer à Dakar, alors que ça rejoint un peu la question de l'internaute. Des milliards d'eau douce sont jetés en mer. Oui. Bon, je crois qu'il faudrait... En 1 minute. Il faudrait aussi savoir que le transfert de l'eau, le transfert de l'eau depuis le lac de Guiers jusqu'à Dakar, jusqu'aux autres centres urbains, va devenir de plus en plus coûteux. Bon, si vous prenez par exemple une conduite gros diamètre en fonte, par kilomètre, ça peut dépasser $1 million. Donc c'est des investissements très lourds. Et qui vont avoir des impacts sur les consommateurs. Déjà, on a posé la première, deuxième, troisième conduite. Est-ce qu'on va continuer à poser des conduites? Et aussi, il y a le problème de la qualité de l'eau.
qui dans le futur aussi deviendra de plus en plus difficile. Parce qu'il y a l'augmentation des localités riveraines, il y a le problème de l'assainissement agricole, la cohabitation entre l'eau potable. Donc le projet de dessalement de l'eau de mer à Dakar, c'est un projet pertinent. Il faut comprendre que c'est un projet pertinent. Parce que les gens, je crois que c'est bien étudié. Bon, et on va chercher toutes les sources voilà, possibles. D'accord. Malheureusement, c'est la fin de cette édition. On n'aura pas le temps d'entrer dans cette problématique. Je vous remercie en tout cas, Gora Ndiaye. Je rappelle que vous êtes ingénieur hydrologue à l'EMVS. Moustapha. Je rappelle aussi, voilà, je suis ingénieur hydrologue aussi. Moustapha Lo, ingénieur hydrologue. Vous êtes au niveau de la SAED. Voilà. On vous remercie pour tous ces éclairages. Et, la semaine prochaine, nous allons revenir sur les impacts des aménagements qui sont aujourd'hui préoccupants avec des calamités, les maladies hydriques, l'utilisation abusive des engrais, l'invasion des plantes aquatiques. On parle notamment du TIFA. Donc, il y a également la question de l'orpaillage. Ce sont des questions que nous allons aborder au cours de la prochaine émission nouvelle du fleuve. Ce sera à samedi prochain sur les antennes de Sud FM. Merci à la